Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Sur ce plateau, je reçois trois professeurs. Le professeur Kamana, que vous connaissez très bien. Il y a le professeur Bioya et le professeur Chiembe. Avec ces trois professeurs, on va tabler sur l'incapacité des Congolais de gérer leur propre pays. C'est l'image que ça donne à l'extérieur, que le pays est en difficulté, mais on ne voit pas les Congolais capables de trouver une solution aux problèmes qui se posent. Et puis après, on verra les accords d'Addis Abeba. Si, selon la population, ce sont des accords qui mettent un peu les pays sous tutelle et quelquefois qui préparent le terrain à la balkanisation. Enfin, on parlera des accords de Kampala qui créent un peu de confusion, on ne sait pas, on va signer avec qui, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'un 23 est à Kinshasa? Les gens se posent beaucoup de questions. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Prof, je voudrais avoir votre point de vue, bien, votre avis sur cette image, ces clichés qui traînent à travers le monde, que les élites congolaises sont incapables de trouver des solutions, mais de proposer des solutions à leurs problèmes. Donc, il faut les mettre sous tutelle, professeur. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet entre le postulat d'incapacité des Congolais à se gouverner eux-mêmes et la conclusion qui fait que puisqu'ils sont incapables, donc il faut les soumettre à un régime de souveraineté internationale, soit des Nations Unies, ou à défaut, il faut démembrer le pays de telle manière qu'en le saucissonnant, que chaque bout du pays puisse être gouverné par un groupe d'élite autour de quelques ethnies et quelques ressources. Alors, voyons pourquoi est-ce que nombre de gens arrivent à postuler cette incapacité des Congolais? D'abord, il faut dire qu'on n'a pas la preuve que c'est une incapacité congénitale. On ne peut pas dire que les Congolais ne sont pas des hommes. C'est le même argument quand on parlait des Noirs d'une manière générale. Ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas connu l'État, et en conséquence de quoi, il faut les coloniser parce qu'ils ne sont pas des hommes comme nous. Nous, j'entends, Européens ou Blancs, etc., etc. Donc, pourquoi est-ce que les gens sont poussés à cet extrémisme qui consiste à dire que les Congolais ne sont pas capables? C'est peut-être en regardant l'écume, c'est-à-dire depuis 1960, il y a une contradiction entre les potentialités de ce pays, c'est un paradis. Et Dieu a mis ici, s'il faut, mon ami Kamana, qui est l'homme d'église, je voudrais m'excuser auprès de lui en utilisant une formule un peu scabreuse. Et il y a ici, dans le sous-sol, dans l'immensité du pays, sa géographie, dans la variété de ressources du sol et du sous-sol, dans tout ce qu'on peut avoir comme capacité de faire les choses, ça se trouve ici. Mais comment faire la corrélation entre ces potentialités qui existent et la misère généralisée des Congolais et les crises à répétition depuis les sécessions du Katanga, de Bakwanga, les rébellions lumumbistes des années 64, et puis la suite des rébellions jusqu'à l'AFDEL et ces succès d'années, M24, après les histoires du CNDP. Donc les gens qui observent le Congo, même certains Congolais, à tort ou à raison, quand on fait ce parallélisme, les gens se disent, mais enfin, bon sang, si ces gens, ces Congolais, étaient capables de quelque chose, bah, ils ne pouvaient pas, avec autant de possibilités qu'offre leur pays, sombrer dans cette misère généralisée, dans cette ingouvernabilité sans fin. Alors, bien sûr, l'argument est excessif. Il faut peut-être le décomposer. Qu'est-ce qui fait que, à tort ou à raison, il y a peut-être quelques variables. Si vous prenez la variable gouvernance, ce pays, depuis 1960, n'a jamais connu de gouvernement au sens plein du terme, c'est-à-dire capacité de faire ou d'interdire de faire. Lumumba n'a gouverné que quelques heures, et puis le gouvernement des commissaires généraux, quelques semaines, et le gouvernement Adoula, qui s'est terminé en queue de poisson avec le retour de Moïse Tshombe. Moïse Tshombe gagne les élections, qu'il organise imperturbablement. Mobutu met fin à cette aventure,
il se tape 32 ans. Quand il s'en va dans les conditions que vous connaissez, c'est l'AFDEL qui arrive pour la libération. Cette libération, on est dire que moins de 8 mois, 1 an. C'est lui qui lui a porté la libération et lui-même assassiné dans son palais jusqu'à ce jour, que l'on ne sache qui l'a tué et pourquoi. Son rêve de libérer le Congo a disparu avec celui qu'il avait pensé. Ensuite, il y a eu la transition, le dialogue intercongolais, hein, le gouvernement des 4+1, la constitution qui a été votée en 2006, dont on sait aujourd'hui que des pans entiers ne sont pas appliqués, notamment l'aspect de la décentralisation. Alors, quand les gens voient cela, et ils peuvent se demander, bien sûr, pourquoi ces Congolais n'ont jamais pu se gouverner. Alors, il y a l'argument que ce pays est convoité, c'est l'argument facile, il faut le dire. Mais c'est vrai que dans la compétition Est-Ouest qui avait commencé, et le Congo sortant de cette containment que les Américains, dans leur lutte avec les Soviétiques, avaient érigé en ordre que les colonies ont dû jouer un certain rôle, ben, le Congo a été entraîné, à tort ou à raison, dans ces bourbiers pour jouer ce rôle. Mais ça n'a pas permis à ce pays d'avoir un véritable gouvernement qui crée les conditions pour que les Congolais se sentent. Donc, c'est là où on confirme que c'est incapable. Ben, donc, tous ces phénomènes, les menaces extérieures existent pour tous les pays. Oui. Le Congo n'est pas le seul pays qui est menacé par les visions expansionnistes de l'extérieur. La Chine, l'Inde, le Brésil, quel que soit le pays que l'on prenne, à un moment ou à un autre de l'histoire de ce pays, ils ont été soumis à la domination étrangère. Mais là où le bas blesse, c'est que les Congolais, on dirait qu'ils ont entériné la possibilité d'être toujours à la vague des dominations extérieures. Ils en ont fait même une sorte de signe de croix, au point qu'à chaque fois qu'un problème congolais se pose, tout le monde accourt vers l'extérieur. C'est probablement autour de ces éléments. Bien sûr, c'est un peu excessif, mais il faut reconnaître que bon, ce sont des arguments que l'on peut combattre en démontrant que tous les Congolais ne sont pas aussi bêtes qu'on le dit. Mais les faits sont là, malheureusement, depuis plus de 50 ans, les Congolais n'arrivent pas à se gouverner eux-mêmes. Ok, professeur, on parle de Kamana, on parle de l'incapacité des Congolais, mais nous qui sommes avec les peuples, on se rend compte que ces élites qui sont au pouvoir ne représentent pas réellement la population et les peuples. Est-ce qu'on peut conclure que sur 68 millions d'habitants, 80 millions aujourd'hui de Congolais, tout le monde semble être idiot? Je crois qu'il faut veiller à bien poser le problème. Les Congolais, dit-on, seraient incapables de gouverner un État moderne, de l'organiser et de l'élever à la dimension de tout son potentiel naturel, de toutes ses ressources humaines. C'est des affirmations qui courent sans qu'on commence par se poser la question de quel Congolais parlons-nous? Quel type désignons-nous quand nous parlons de l'incapacité des Congolais à gérer le pays? Et si on pose la question en ces termes-là, il faut, comme vient de le montrer le professeur Thiembe, regarder l'histoire du Congo et nous dire quel Congolais a eu en main le Congo et comment l'a-t-il gouverné. Au début, il y a eu un rêve, un très grand rêve, le rêve de Lumumba. Et qu'on n'oublie pas que le jour même de notre indépendance, Lumumba a fait un défi. Et le défi, c'était que nous étions capables, en tant que Congolais libres, c'est que l'homme noir est capable de faire quand il est libre, disait Lumumba, que nous allions montrer ça au monde. Eh bien, que s'est-il passé? Ce rêve a été tué dans l'œuf. La mort de Lumumba était l'avènement du Congolais qui n'était pas libre, qui ne serait jamais libre. Et qui serait fabriqué, programmé pour l'échec. Et quand on a fabriqué un Congolais, un type de Congolais pour l'échec et qu'il échoue, eh bien, on conclut que les Congolais ne sont pas capables de faire. Non. Ceux qui n'ont pas pu réussir à construire ce pays, c'est des Congolais dont le formatage psychique, intellectuel, idéologique était déjà fait
pour qu'ils échouent. Et le symbole par excellence, c'est Mobutu. Mobutu, peut-on considérer qu'il est le paradigme de l'homme congolais? Non. Mobutu est le représentant de l'homme congolais formaté en dehors de toute liberté et qui va travailler pour des intérêts qui l'ont formaté et à ce moment-là, arriver à un état chaotique parce que ce serait un état sans liberté, un état sans dynamique des valeurs, un état sans ambition de réussir et tous ceux qui ont été dans la dynamique du moboutisme représentent ces Congos de l'échec. Ce ne sont pas des Congolais. Après Mobutu, pour entrer toujours dans le schéma, on est entré dans le néo-moboutisme qui nous gouverne jusqu'à ce jour. C'est-à-dire dans un schéma mental, dans un formatage qui nous conduit à nous comporter comme des gens qui ne considèrent pas qu'ils appartiennent à un pays dont les intérêts sont pour eux quelque chose de sacré et qui travaillent sans du tout prendre conscience qu'il y a le défi de l'histoire et de l'histoire de la liberté, de l'histoire de la grandeur, de l'histoire de la puissance congolaise à partir des moyens dont nous disposons. Alors, ces Congolais formatés pour l'échec, ces Congolais qui ont travaillé à ruiner leur propre pays, n'appelons pas, s'il vous plaît, cela le modèle du Congolais. Le jour que les Congolais, les vrais Congolais qui veulent donner de la grandeur, de la puissance, de la liberté à ces pays, le jour où ces Congolais-là seront à la tête de ces pays et gouverneront ces pays selon les intérêts internes du pays, eh bien vous verrez ce que nous sommes capables de faire parce qu'on entrerait dans le défi de Lumumba. Je ne prends pas au sérieux la généralisation qui consiste à dire les Congolais ne sont pas capables. Ce n'est pas sérieux. Ok, professeur Biyoya, il y a des gens qui estiment que si aujourd'hui le Congo est devenu ce qu'il est, c'est grâce aux forces extérieures, surtout capitalistes, qui préfèrent mettre les gens à la tête du pays, qui travaillent pour les intérêts extérieurs et non pour les intérêts du Congo, professeur. Est-ce que les Congolais sont incapables? Non, je crois que votre question, en les termes de votre question, ont cet avantage, effectivement, je crois, de préciser la problématique, si je peux ainsi dire, de l'incapacité ou non des Congolais. Selon que l'on veut parler d'un Congo congolais, un Congo qui serait entièrement détaché du monde, géré par les Congolais, selon en fait les gré, eh bien, on pourrait avoir peut-être effectivement à discuter, à échanger, à chercher à nous interroger, parce que en fait, cette condition n'a jamais été jusqu'ici en fait réalisée. Le Congo n'est pas un monde à part, et les Congolais ne sont pas des gens en fait qui entrent en rapport avec la gestion du Congo comme ça, de façon en fait séparée du monde. De tout temps, le Congo en fait est en relation avec le monde. Et c'est que il y a des gens qui estiment et que le Congo doit être ce qu'eux ils pensent qu'ils doivent être. Et que si les Congolais doivent entrer dans le jeu, ils n'entrent pas dans le jeu à partir de leur autodétermination. Ils entrent dans le jeu comme en fait des clients, comme en fait des éléments, des fonctionnaires et employés à gérer les intérêts ou à garder les intérêts des autres. Et je crois que lorsque le professeur Kamana parle de la symbolique de l'indépendance, je crois qu'il pose des problèmes. Il y avait un pari congolais en ce sens. Et ce pari, on l'a vu depuis le jour où les Congolais ont été invités en Belgique pour aller en fait faire des rangements de l'indépendance avec la Belgique. Les Congolais ont démontré que quand en fait ça relevait des Congolais de décider de leur destin, ils pouvaient effectivement se donner aussi une destinée. Et tout de suite, je crois, la Belgique a compris le message. Il a compris parce qu'il y a eu un front commun. Ces jeunes gens étaient assez déterminés à montrer de quoi ils étaient effectivement capables. Et ils avaient compris que le Congo ne pouvait pas être géré par des individualités. Le Congo devrait être l'affaire d'une stratégie de tous les Congolais, d'un consensus, et on devrait en fait se mettre d'accord autour d'un idéal. Mais depuis, je crois que ceux qui estiment que le Congo, c'est aussi leur affaire, c'est que si le Congo est Congo en tant qu'entité séparée, mais que leur vie, leur existence à eux ne peut pas en fait se faire sans
le Congo, sans la mise en valeur du Congo de ses ressources, et que ce sont eux, en fait, qui doivent veiller, et que les Congolais ne sont pas peut-être pas capables parce qu'ils sont si égoïstes, ces gens-là, je vais embrouiller le jeu. Alors moi, je voudrais que vraiment qu'on précise autour de quoi pense-t-on que les Congolais sont capables ou ne sont pas incapables. Parce que moi, quand je vois se dérouler les histoires, parce qu'il y a plusieurs histoires du Congo, il y a plusieurs, en fait, Congo qui se présentent depuis que ça existe. Parce que le premier Congo, historique, l'État indépendant du Congo, il n'était pas l'affaire des Congolais. Il était l'affaire, en fait, de Léopold II avec la communauté internationale de l'époque. Et puis, le deuxième Congo, c'était le Congo des Belges. Mais vous verrez que déjà dans ce Congo de Léopold II, Léopold II avait mal à partir avec des Congolais. Parce que quand il voulait mettre le Congolais à contribution pour la réalisation de ses ambitions, de ses volontés, mais il a rencontré la résistance. Alors je ne sais pas si d'un peuple résistant, des gens en ce moment qui n'étaient pas organisés, qui s'interrogeaient sur la relation qui devait être entre eux, les Congolais, et les Blancs qui venaient là, au travers des rapports de travail, si le travail que qu'on leur demandait pouvait aider à construire leur dignité, et quand ils répondaient même que ce travail était plus ou moins indécent ou avilissant, ils refusaient d'obéir, on les a violentés. Donc, on est dans ce type-là de rapports où les Congolais, quand ils veulent se déterminer, ils subissent de violence. Ah, peut-être que, en fait, lorsque nous poursuivons, quand on arrivera à l'indépendance en 60, le troisième Congo qui arrive, c'est qui doit être le Congo de la liberté, le Congo des Congolais, mais nous entrons dans l'indépendance, dans la guerre. Et la guerre qui a commencé à travers des discours en 60, mais elle s'est poursuivie, jusqu'à aujourd'hui. Voyez. Est-ce que les Congolais ont déjà eu un moment, comme tous les autres peuples du monde, en fait, de rester calmes, seuls, pour qu'en fait, ils se regardent dans les yeux, sans interférence extérieure, et pour qu'ils décident de ce qu'ils doivent faire, selon ce qu'ils auront vu que les autres font. On n'a jamais, et l'histoire jusqu'aujourd'hui travaille à ne pas leur laisser un seul instant où ils peuvent être libres. Faire le libre Alors, choix. aller poser la question, ils sont capables, ils ne sont pas incapables. Je crois que s'ils posent cette question, ils savent même que ce n'est pas une question qui vaille la peine d'être répondue, parce que ce n'est pas ça la question. Ok, prof, mais maintenant, nous voyons très clairement, quand vous entendez parler, peut-être les autres ne font pas une bonne analyse rigoureuse. Mais nous sommes dans un monde où il n'y a que des intérêts. Il y a ceux qui sont malins, qui pensent dominer les autres. C'est la réalité un peu du monde. Mais maintenant, qu'est-ce que les Congolais peuvent faire pour d'abord relever les défis de cette incapacité? Parce que c'est une image qui à travers le monde. Bien que les Congolais ne veulent pas reconnaître. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relever cette image-là? Parce que quand on vient de voir, on vient de le dire, jusqu'à ce jour, rien ne tourne. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ne nous aiment pas, on veut nous dominer, nous garder sous domination, mais on ne va pas rester comme ça éternellement. Disons qu'il y a plusieurs paramètres dans ce débat. Oui. Prenons l'exemple que Philippe vient de citer, que nous évoquions là avant cette émission. La Belgique est sur le questionnement de la décolonisation. Lumumba est arrêté, il est en prison. Alors, les leaders qu'on amène après la manifestation de la BACO qui réprimait la panique, il faut aller à une conférence qu'on appelait la table ronde. Mais pour la Belgique, les Congolais y allaient en ordre dispersé. Et donc la Belgique s'est donné la marge de manœuvre de contrôler la situation. Mais les Congolais, quand ils sont arrivés là-bas, ceux qui sont arrivés, un front uni inattendu s'est constitué en disant « il n'y a pas de table ronde si Lumumba n'est pas là ». La Belgique est surprise de voir que tous ceux qui étaient là, y compris les farouches opposants à Lumumba, disent qu'on ne peut pas débattre de l'avenir du Congo sans Lumumba. L'autre surprise est que le mode de l'indépendance immédiate, c'était le mode de la BACO. Et Lumumba lui-même ne l'avait jamais partagé. Mais tous les Congolais, unis par le sort d'Irionou, ont convenu de dire à la Belgique l'indépendance immédiate. Alors que la Belgique tablait sur les divisions de Congolais pour dire, ben voilà, peut-être avec le plan Van Bilsen, dans 30 ans, on va préparer les Congolais, etc. C'est-à-dire qu'il y a des moments historiques, si on laisse la liberté aux Congolais, les Congolais peuvent faire des choix, réversibles ou irréversibles, comme d'autres peuples. Mais seulement, voilà, comme ils n'ont jamais eu cette occasion de décider librement de leur destin, mais il y a un autre paramètre. Philippe vient de l'indiquer, l'État indépendant du Congo. Le Congo est déjà dans le monde avant d'être la réalité appartenant aux Congolais.
l'EIC, c'est une création mondiale. C'est probablement l'un des rares pays, États au monde, à avoir été créé comme un espace politique international, avec vocation, libre commerce, neutralité, mais ce qui sont aujourd'hui les critères de la mondialisation. Donc, le fait que le monde, ayant participé à la création de l'État indépendant du Congo, sans consulter les Congolais, fait que les Congolais sont en porte-à-faux. Le monde étant au Congo et le Congo faisant partie du monde, il y a une sorte d'ambiguïté dialectique qui fait qu'à un moment ou à un autre, même de bonne foi, les Congolais font semblant de faire quelque chose, alors qu'en réalité, ils n'entreprennent rien. Et quand on pose la question, ils disent, bah, tournez le regard, ça cause la communauté internationale, nous ne pouvons rien faire, vous voyez, on menace notre pays, nous sommes l'objet de ceci ou de cela. Alors que, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est que les Congolais doivent d'abord définir quels sont les intérêts vitaux du Congo. Ça, c'est pas à la Belgique de le faire, ce n'est pas aux États-Unis de le faire, ce n'est pas à la fois, même pas un pays voisin, l'Angola, le Rwanda, que sais-je encore. C'est de la souveraineté du Congo et des Congolais de dire où sont les intérêts vitaux du Congo. Et quand on aura fait la liste de ces intérêts vitaux, d'abord les identifier, prendre conscience de leur importance. La deuxième question est, puisque nous avons des intérêts vitaux, lesquels sont négociables et lesquels ne sont pas négociables? Parce que nous sommes dans le monde. Le monde tourne autour des intérêts. Personne ne nous fera le plaisir d'abandonner ses intérêts pour les intérêts du Congo. Mais ça, c'est une plaisanterie. Ça n'existe pas. Aucun pays au monde ne fera le bonheur des Congolais à leur place. Donc, après avoir identifié les intérêts du Congo non négociables, on dira tels intérêts sont non négociables. Je donne l'exemple. Le cobalt, l'or, le diamant, etc., etc. Ça fait partie des intérêts du Congo. Sont-ils vitaux négociables ou vitaux négociables? Mais le diamant, si vous ne le vendez pas, d'abord si vous ne l'exploitez pas, si vous ne le vendez pas, ben, ça dort dans le sous-sol, des siècles peuvent s'écouler, vous n'avez pas une richesse sonnante et trébuchante en termes de monnaie. Donc il faut l'exploiter. Pour l'exploiter, il faut des capitaux. Il faut de la main-d'œuvre. Donc il faut des entreprises. Si les Congolais en ont, ils peuvent les créer. S'ils n'en ont pas, il faut tendre la main à ceux qui cherchent le diamant, à ceux qui cherchent le cobalt. Alors la troisième question est, si les intérêts congolais sont négociables, on les négocie avec qui, à quel prix et pourquoi faire? Alors, à partir de là, on peut dire, certes, on a le cobalt, certes, on a le diamant. C'est le débat que nous avons eu ici il y a 3-4 ans, en disant, même si le trésor public congolais qui sort de la guerre n'a pas de sous, mais ces diamants qui dorment, cet or qui dort dans le sous-sol, on peut, du donnant-donnant, dire à ceux qui veulent le cobalt, vous le voulez combien de tonnes? Moi j'ai besoin de chemins de fer, combien de kilomètres? On peut, ceux qui cherchent le cobalt, ayant le cobalt, s'ils construisent le chemin de fer dont nous on a besoin, en ce moment-là c'est du donnant-donnant. Or, le drame, et d'ailleurs ce qui donne l'argument à ceux qui pensent que les Congolais sont incapables, c'est de dire mais pourquoi ces Congolais, tout en sachant que leur pays est imbrigué dans le monde et que le monde est au Congo, pourquoi n'utilisent-ils pas la recherche de l'adéquation? À quel niveau, le Congo étant dans le monde étant au Congo, comment faire profiter l'externalité du Congo au Congo et à ceux qui ont envie sur le Congo, parce qu'aucun pays ne peut se développer seul. C'est cette équation-là que les Congolais à ce jour, élite et au-delà de l'élite, ben Dieu sait que la masse, la théorie de Lénine, qui est vérifiée, la masse ne fait pas la révolution. La masse conduit la réflexion, la révolution, dès lors qu'elle est lancée par les élites. Or, il y a quelques années, savez-vous qu'il y a, depuis l'indépendance, construire une route au Congo, ça n'a jamais été à l'ordre du jour d'un gouvernement. Voilà, à tort ou à raison, qu'on l'accepte ou qu'on le déplore, il y a quelques années, un gouvernement a décidé petitement de lancer sur certains axes du Congo les routes. On sait le tralala qui s'est créé pour les uns, tout ça c'est du saupoudrage, pour les autres c'est la modernité, etc. Mais ce qui est la réalité, c'est que c'est un fait. Si on fait quelque chose, qu'on l'accepte ou qu'on le développe. Ce boulevard, aujourd'hui tout le monde le voit.
tout le monde, on peut mettre des critiques sur tel aspect, on aurait pu peut-être mettre, des garde-fous pour que les gens puissent passer facilement, mettre un peu de jeu de lumière pour laisser le passage. Bon, ça, ce sont des détails, on aurait pu améliorer. Mais c'est fait, même si la critique est nécessaire pour dire on peut faire mieux. Alors, si les Congolais font des choses, là, nous passons de la théorie à la pratique. Or, cette incapacité, les gens en parlent parce que dans la pratique des choses, les gens ne voient pas. L'autre exemple, il y a des choses que les Congolais ont osé faire dans l'ombre. Nous parlions tout à l'heure en off de ce qu'était l'UNASA, qui était un grand projet universitaire décidé de briques et de brocs par Mobutu pour en finir avec les universités qui lui montaient à la tête et qui contestaient son pouvoir. Mais l'UNASA était une réalité, nous en sommes les produits. Mais les Congolais ont détricoté, le Mobutu lui-même et son régime, ont détricoté le grand projet universitaire qu'ils avaient. Et voilà aujourd'hui, avec Shanghai, la capacité de voir le monde des idées, en s'alignant sur la Chine, en s'alignant sur les États-Unis, en s'alignant sur l'Inde, il y a une mobilisation de construire les unités universitaires d'enseignement et de recherche en unité macropole ou macropolistique, c'est-à-dire revenir effectivement, par exemple, pour donner l'exemple de Nancy et de Metz, qui étaient deux universités différentes. Aujourd'hui, on a créé l'université de la Lorraine, qui regroupe deux universités avec une multitude de facultés. Paris est dans la même perspective, ne parlons pas de la Belgique et d'autres pays qui sont en train de se positionner. Pourquoi? Parce que pour avoir un centre de recherche d'une importance mondiale, un centre de formation d'une importance mondiale, il faut un certain seuil de capacité en termes de qualité des enseignants, nombre d'enseignants, d'étudiants, etc., etc. Alors, or ce projet, le Congo l'avait, avant même qu'il ne soit aujourd'hui l'objet de mobilisation par les pays qui pensent autrement que ce qu'il y a. Donc voilà, le Congo avait fait des choses en créant l'Université nationale du Zaïre, qui avait donné une certaine probité, une certaine capacité à pouvoir se lancer dans la recherche et dans l'enseignement. Mais ce sont les Congolais eux-mêmes qui ont détricoté pour des objectifs de pouvoir. On peut reprendre le même Mobutu là. Quand Mobutu se met au service des Américains, il est capable, il est compétent, il exécute à la perfection. C'est qu'on lui demande de faire. Mais quand la question qu'on lui pose, est-ce qu'en s'occupant des autres, il a pu avoir le temps de s'occuper en fait de problèmes à l'interne? Quand vient les moments où en fait les autres s'ouvrent, on ne lui laisse même pas peut-être le temps en fait de gérer à l'interne. Et qu'à l'interne nous-mêmes, je crois que nous tous, nous péchons, c'est ça peut-être le mal, ce que nous devons faire, c'est que nous devons comprendre que nous ne pouvons pas mieux servir le monde si nous ne nous servons pas nous-mêmes, si nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Malheureusement, les autres ne nous laissent pas le temps après de nous mettre plus ensemble. Aujourd'hui, les rébellions qui travaillent pour le compte des intérêts étrangers, mais c'est à la perfection, qui mettent à mal le destin du pays. Ils sont capables d'exécuter les volontés des autres. Mais le problème, nous savons très bien que nous savons que ces gens-là veulent nous faire du mal en soutenant les rébellions. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'on sache que les Congolais même... Il y a un problème d'appropriation. C'est que nous ne nous sommes jamais imaginés qu'on ne fait pas la politique simplement pour vendre ses talents personnels. L'on ne fait pas. C'est ça le problème des Congolais. Que ce soit même nous qui faisons par exemple l'activité. Que ce soit vous-même qui en fait nous verbalisez comme vous le faites là, comme si vous étiez devant un tribunal. Les Congolais, chaque fois, ils veulent faire le commerce de sa compétence individuelle. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Ailleurs, l'on vient à la politique, en fait, pour servir un grand dessein, un grand idéal, parce qu'on s'est mis d'accord, chacun veut venir pour donner la preuve à la nation qu'en fait, il est quelque chose pour la nation, il peut apporter. Il y a donc un problème qu'on peut appeler peut-être de civisme, un problème en fait de patriotisme, un problème de conscience historique que nous n'arrivons pas en fait, pas à construire, mais en fait à assumer. Mais ça demande que nous soyons organisés. Et c'est alors, c'est pourquoi je reviens, on ne nous laisse pas le temps de nous mettre ensemble pour nous accorder. Les partis politiques ont été créés au commencement, en fait, comme par simple imitation. Donc on l'a fait sans trop raisonner. On l'a fait, c'était des groupes d'amis, des clubs culturels et consorts, mais il n'y a jamais eu ici, en fait, des partis politiques qui se constituent comme de véritables machines. Au sens même de sociologie politique. On n'a pas de parti politique ici. Comme des machines qui prennent à bras le corps un combat historique.
Hein, comme aime bien le plan le professeur Elikia, qui dit toujours qu'en fait, ce sont les populations qui ont combattu et les politiciens n'ont fait qu'en fait récupérer le combat de population. Mais nous n'avons pas été en fait fidèles et nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Mais je crois... À un moment, je pose la question. Donc, on dit qu'on nous empêche toujours, c'est vrai. Je vais te poser la question au professeur Chiemadiza, mais on sait que nous sommes dans une société où, dans un monde où tout le monde nous envie et tout le monde veut nous garder dans cet état de choses. Tout le monde va dire qu'on parle du Congo toujours des incapables. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on enlève cette image d'incapacité? Parce que ça ne va pas durer comme ça. Oh, il faut commencer par poser le problème de l'intérieur du Congo et à l'intérieur du Congo, pour reprendre le schéma de Aminata Traoré. De l'intérieur et à l'intérieur, pour savoir où est le problème et selon quels sont les atouts dont nous disposons pour résoudre ce problème. À bien écouter les professeurs Thiembe et Bioya, il y a d'abord un problème du leadership congolais et de la manière dont il s'est constitué et de la nécessité d'en transformer la substance aujourd'hui. Que faut-il faire? Changer le leadership congolais. C'est la première exigence. Parce que l'histoire montre que les leaders congolais, dans leur fonctionnement psychique, travaillent pour des réussites individuelles sans aucune connexion avec le destin de la nation. Quand on est nommé ministre ou chef de l'État, les préoccupations essentielles sont des préoccupations d'ordre personnel, d'ordre d'enrichissement. En fait, des préoccupations qui montrent que le leader n'a pas un type de rationalité, un mode de pensée qui fait de lui quelqu'un en confrontation avec l'histoire pour la réussite d'un grand dessein, d'un grand destin, afin que son pays puisse compter sur lui pour laisser une trace dans l'histoire, une trace qui soit une trace positive. Ces modes de pensée centrés sur les intérêts individuels, il faut les changer. Mais on voit aussi l'absence des valeurs fondamentales, des valeurs politiques fondamentales dans le leadership congolais sur les 50 ans. Nous pouvons maintenant mesurer le leadership congolais sur 50 ans et voir qu'en 50 ans, les valeurs politiques n'ont jamais été des valeurs de service. Et les valeurs politiques n'ont jamais été des valeurs de lutte pour la liberté véritable, pour la créativité et pour la capacité des Congolais à montrer que dans le monde actuel de compétition féroce, nous sommes capables d'avoir un espace organisé et un espace avec des dirigeants qui portent un certain sens de la grandeur. Il faut changer ces types de valeurs. Au Congo, on dit des antivaleurs. Il faudrait quitter les champs des antivaleurs pour un leadership qui soit un leadership éthique. Mais en même temps, il faut des leaders qui nous fassent rêver. Ouais. Parce que la force d'un leadership, c'est la capacité de faire rêver tout un peuple et d'engager le peuple dans ses grands rêves. Aujourd'hui, quels sont les rêves, même sur les 50 ans, quels sont les rêves du Congo pour lesquels nous voudrions réaliser des grandes choses? Chaque fois qu'on a essayé de nous donner un rêve, on a vu comment les Congolais se comportent. Il y a eu le rêve de l'authenticité, qui a été vite dévié par la politique de Mobutu. Mais il fallait voir les Congolais au temps de l'authenticité. Quand on était dans nos abacos et qu'on circulait dans le monde entier, personne n'aurait osé regarder nos passeports comme on les regarde aujourd'hui pour entrer en France ou en Belgique. On savait qu'un Zaïrois était un Zaïrois parce qu'il était dans la dynamique de l'authenticité. On a rêvé à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on n'a plus aucun grand rêve. Hein, tous les rêves sont des petits rêves qui ne conduisent à rien du tout parce que personne n'a foi en cela. Donc, il y a un travail à faire sur le leadership. Mais comment fait-on un travail sur le leadership? Mais on le fait par l'éducation. Et le Congo
laisse s'effondrer son système éducatif. Le professeur Thiembe vient de donner un exemple de l'Université nationale du Zaïre. Mais j'ai été dans cette université et j'ai vu des professeurs qui venaient de l'étranger pour enseigner chez nous parce que nous étions l'université de référence. Et nous sommes sortis de cette université avec des Congolais dont on a des difficultés à l'étranger à dire qu'ils ont étudié au Congo. Parce que nous avons fait s'effondrer notre système. Il faut donc revenir à l'éducation. Et dans le système éducatif, insister sur ces rêves congolais. Sur cette capacité des Congolais à dire le grand Congo, au cœur de l'Afrique, qui peut être une grande démocratie, qui peut être une grande nation de science, de pensée, d'utopie. Que ces rêves-là, nous les portons et que dans l'éducation, à tout moment, nous les mettons dans les cœurs des générations montantes. Parce que quand, en fait, les grands peuples se forgent par l'éducation qui donne aux générations. Prof, quel est votre avis par rapport à ces juste pour compléter le scénario, excuse-moi Philippe, juste pour compléter le scénario, le leadership individuel, le Congo l'a connu. Lumumba, Kasavubu, tous les hommes de table ronde, les pères fondateurs, furent des leaders. Mobutu lui-même fut un leader. Tshisekedi, pour la conférence nationale et tous ceux qui ont tourné autour de l'union sacrée de l'opposition radicale contraignant Mobutu à accepter la conférence nationale, il y a des gens qui sont morts pour un idéal, c'est-à-dire implanter au cœur de ce pays un régime démocratique. Ça a été un rêve. L'AFDEL avec Laurent Désiré Kabila, ça a été un rêve de libérer ce pays de la dictature après l'échec de la conférence nationale souveraine. Ce rêve, on sait comment il s'est terminé. Mais pourquoi est-ce qu'il a échoué ce rêve? Parce que le leadership individuel ne peut prospérer que s'il est adjacent à un leadership collectif, structurel. La question de l'État. Un individu peut émerger par la science, par la technologie, etc., même par sa bravoure, Lumumba et bien d'autres. Mais c'est un éclair dans l'océan des ténèbres si cet éclair ne peut pas s'accrocher à un socle, à une pierre qui est l'État, la construction de la nation, la construction du futur du pays. Or, un leader seul, Lumumba, seul Laurent Désiré Kabila, on sait leur sort. Par conséquent, même la qualité des hommes, universitaires ou non, les hommes d'action, partis politiques, chefs militaires ou non, s'il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'émergence des individus et le projet qu'ils mettent en avant pour attirer l'ensemble de la population, et si tout ceci n'est pas structuré dans ce qu'on appelle l'État. Obama a parlé au Ghana de la puissance des institutions, la puissance des lois. Mais le drame congolais qui donne l'argument de l'incapacité est aussi l'absence de l'esprit des lois. Mais regardez, 2006, les Congolais ont voté une constitution qui prévoit un système politique mixte. D'un côté, la régionalisation, de l'autre côté, la décentralisation. Mais pourquoi ce système politique n'est jamais appliqué alors qu'il a été voté librement par les Congolais? Pourquoi? Et c'est ça qui donne l'argument de facilité, j'avoue, à ceux qui regardent. Mais le fameux accord dont nous parlons peut-être tout à l'heure, on demande au Congo d'appliquer ce que le Congo a déjà prévu dans ses institutions, mais qu'elle s'est montrée incapable d'appliquer, c'est-à-dire la régionalisation et la décentralisation. Donc, autrement dit, on va demander aux Congolais, dans cet accord, de mettre en œuvre quelque chose qu'on considérerait comme à créer, hypothétique, alors que c'est en réalité prof, la structuration de l'État. Parlons maintenant. Oui, allez-y, professeur. Oui. Je voudrais dire ceci, que tout ce qu'on dit là, on peut le résumer très simplement par une métaphore que je voudrais en fait emprunter. Si vous voulez vous faire transporter pour aller au loin au monde, vous vous engagez, vous embarquez à bord d'un bateau ou vous prenez un avion. Vous vous laissez conduire. Vous avez des volontés. Vous avez un projet. Mais vous devez vous donner un instrument en fait qui vous garantisse, qui vous sécurise et qui accomplit en fait votre destin. Je veux dire quoi? C'est que la formation, elle est importante. Il faut que les gens soient formés, qu'il y ait la formation de qualité. Mais la formation doit rencontrer une structuration d'une responsabilité. Parce qu'en fait, comment est-ce que nous occupons notre espace politique?
les partis politiques, les administrations, quelle fonction on leur donne? Absolument. Ce n'est pas une fonction de responsabilité. La responsabilité n'est pas dans les universités. La responsabilité est en fait dans l'espace. Nous allons chercher une formation pour savoir si nous pouvons assumer ces responsabilités. Alors, mais nos partis, nos administrations, tout ce que nous mettons ne véhicule pas en fait cette culture de responsabilité. Alors, quand on dit par exemple aujourd'hui, je suis dans l'opposition, ça signifie quoi? Ça signifie seulement, je ne suis pas dans le pouvoir, donc je dois en fait chaque jour taper sur le pouvoir. Quand on est dans le pouvoir, on se positionne, c'est la chance qu'on met à l'avant-plan. Mais on n'assume pas une responsabilité par rapport à l'histoire. C'est-à-dire qu'ici, il faut redonner force à l'histoire. Il faut d'abord que nous sachions que nous sommes en fait dans une course. Nous sommes dans l'histoire, nous sommes engagés. Nous sommes engagés à prouver. C'est peut-être ça. On a critiqué Sarkozy. Je sais qu'on a raison d'accuser. Mais l'aventure humaine, c'est ce que Sarkozy a voulu parler. Nous devons montrer que nous sommes entrés dans l'aventure humaine. Nous devons prouver aux autres que nous sommes aussi capables, parce que la question de savoir si on est capable ne se pose pas en termes d'individus. Ça se pose en termes de collectivité. Collectivité, société. C'est la nation. Alors vous aurez constaté que dans tous les problèmes ici, le Congo n'a jamais été ce bateau en fait à bord desquels nous prenons de place pour en fait montrer de quoi nous sommes capables, comment nous sommes compétents. Mais nous travaillons pour nous-mêmes. Non, c'est ça en fait, le vrai problème. Nous devons nous approprier. Alors, comme la nation n'existe pas, et comme c'est nous-mêmes nous allons individuellement, alors les ennemis entrent, ils vous disent vous êtes de Kassai, vous êtes de Katanga, et alors, là, on ne revoit pas la cause de la nation. C'est ça, au jour d'aujourd'hui, comment allons-nous revenir en fait, et comment allons-nous privilégier la nation, et comment, parce que même les leaderships, on ne peut pas utiliser bien la Constitution. Parce qu'il faut, je dis quelque part que les constitutions en Afrique sont devenues en fait des bombes de destruction, des armes de destruction massive. On fait des constitutions pour mieux détruire en fait des adversaires. Absolument. On fait la constitution. Oh, mais c'est là on parle de l'incapacité des Congolais. On n'a pas que les Congolais. Le problème là n'est pas seulement Congolais. Oui, mais ici, en tout cas, c'est permanent. Le problème que l'on pose pour le Congo, c'est quoi? C'est la facilité avec laquelle le Congolais ne semble plus se mettre d'accord sur ce que doit être le Congo. Ok, prof. C'est ça. Parce que chaque Congolais aujourd'hui voudrait... Regarde, nous sommes dans un pays où, par exemple, en politique, en haute politique, il n'y a jamais eu, comme on dit en Amérique, des remises de succession organisées. Il n'y a jamais eu des remises de reprise. Mais c'est normal parce que vous êtes incapable de vous organiser. Ça, c'est pas un problème. Non, je crois que... Attendez un peu que le prof parle. Non, j'ai l'impression que nous parlons comme si nous ne sentions pas bouger la société congolaise. La société incapable dont on parle, elle sera de plus en plus derrière nous par rapport à ce qui bouge dans le Congo d'aujourd'hui. Moi, je constate sur les terrains, à l'est du pays, ou même partout dans le pays, si nous étions si incapables qu'on le dit, ces pays n'existeraient plus. Ces pays seraient déjà auraient implosé. Ces pays auraient disparu du concert des nations. Si nous existons encore, c'est parce qu'il y a au fond des Congolais une volonté extraordinaire d'être ensemble, de continuer ensemble et de nous battre contre les vents contraires. Il y a un Congo qui lutte. Mais ça, c'est la résistance. Il y a un Congo, oui, mais pas un projet, c'est une résistance. Mais c'est quelque chose de fondamental. Quand un peuple refuse, se révolte, est même écrasé dans ses révoltes, et continue à persévérer, à croire qu'il est possible que le Congo soit libre. Je prends un exemple. Quelle est la force de Tshisekedi aujourd'hui? C'est de représenter une espérance qui est l'espérance intérieure d'un peuple. Et avoir un homme comme ça, à tout moment, quelles que soient ses erreurs, et quelle que soit la pression qu'il subit de l'intérieur comme à l'extérieur, ça montre que le Congo bouge et qu'il y a un Congo de l'espoir, et ce Congo de l'espoir, il faut maintenant le transformer en Congo organisé par un travail d'éducation. C'est ça qui manque. Ok, au prof, non, il nous reste 5 minutes qu'on parle des accords quand même. Il faut qu'on parle des accords. D'accord. 5 minutes, non, c'est pour terminer, non. Pour terminer, les accords. Les accords, il y a l'accord d'Addis Abeba à Kinshasa, il y a un débat qu'on nous a mis sous tutelle. D'ailleurs, ça m'étonne parce que la fois quand j'étais à Bafoussam, j'ai rencontré Boussi Boulaga. Il me dit, on ne vous comprend pas, vous les Congolais. En 60, il y avait l'ONUCI,
C'est ça? Le NUC. Oui. Que vous avez mis sous tutelle. Aujourd'hui, 40 ans après, non, c'était 40 ans, parce que ça fait à peu près 10 ans. À Bafoussam, 10 ans. L'ONU revient encore. Est-ce que ce qui se passe avec cet accord cadre, qui sera géré par l'ONU, par donc les Nations Unies, est-ce qu'on va encore tomber sous tutelle? Professeur? Non, je pense qu'il faut faire la part des choses entre les concepts et les temps historiques. Il est vrai que dans la mentalité congolaise, il y a beaucoup de brouillage. Très peu de Congolais savent que si l'unité du Congo existe aujourd'hui, c'est grâce à l'ONU. Il y a des centaines et des milliers de Ghanéens, d'Indiens, d'Égyptiens, des gens sont venus du monde entier, les armes à la main, pour combattre la sécession du Katanga. C'est l'ONU qui a sauvé le Congo. Si le Katanga avait réussi son indépendance, ça n'était fini du Congo dans la forme que nous connaissons. Ça, il faut le rappeler. Et qu'est-ce que c'est que le mandat? Le Congo n'a jamais été mis sous le mandat au sens juridique du terme, j'entends. Au sens onusien. Un mandat, c'est un système qui était prévu par les Nations Unies. Ou une tutelle. Mettre la tutelle, certains territoires, soit les anciens territoires des puissances vaincues, le Japon, l'Allemagne, l'Italie, et pour la Première Guerre mondiale, l'Autriche-Hongrie ou notamment le grand empire que représentait la Turquie actuelle. Ces territoires ont été confiés à d'autres pays par les Nations Unies avec l'objectif de les gérer pour l'indépendance le jour venu. En 1960, c'est le Congo de Lumumba dont nous parlons ici, menacé par la Belgique qui décide d'intervenir unilatéralement au Congo sous le prétexte qu'avec la mutinerie de la force publique, il y avait la menace sur les Belges vivant au Congo et que le Congo est dans les capacités, encore le mot, de maîtriser la sécurité des personnes et des biens, y compris des étrangers. La Belgique demandait ce qu'on appelle en droit l'intervention d'humanité pour aller sauver ses propres ressortissants dans un pays qui n'a plus d'armée. Le gouvernement congolais a dit niet, la Belgique a outrepassé en invoquant cette action humanitaire pour intervenir au Congo. C'était le premier clash entre la Belgique et le Congo. Et c'est le gouvernement congolais légitime de Lumumba qui a fait appel aux Nations Unies. Il faut le rappeler pour l'histoire aussi, pour éclairer. Bien entendu, comme toute machinerie complexe, les Nations Unies n'ont pas décidé immédiatement d'envoyer la force, l'ONU dont vous parlez, pour en finir avec la sécession. La force onusienne est envoyée au Congo avec un mandat ambigu. Soutenir le gouvernement, permettre à ce gouvernement d'élargir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, mais alors que le pays est en sécession. Pour Lumumba, ça devrait être une action menée justement pour aider le pays, mais se rendant compte que ce mandat n'était pas destiné à combattre militairement la sécession. Il y a eu brouille jusqu'à sa mort. Je ferme la parenthèse. Alors, l'accord dont vous parlez, il ne s'agit pas de la tutelle, puisque pour qu'il y ait tutelle, il faut consentement de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le plan juridique. Même sur le plan politique. Même sur le Allez-y, professeur. Même Oui. sur le plan politique. Regardez, ne nous trompons pas d'histoire. Quelle est l'espérance? Qu'est-ce que le monde voit au jour d'aujourd'hui? Le monde voit un Congo renaissant. Contrairement au pessimisme, qui est peut-être la référence du procès Kabana Tshisekedi peut faire penser. Le monde voit le Congo qui renaît. Le monde voit un noyau d'État qui se refait. Il voit un leadership se mettre en place. Et la communauté internationale s'engage à construire l'avenir du Congo à partir de ce qui se fait présentement. C'est ça l'accord d'Addis Abeba. Parce que si rien ne s'était fait, si rien ne se faisait, la communauté internationale ne s'engagerait pas, ne viendrait pas en fait, parce qu'il dit quelque part. Donc c'est parce que les Congolais sont incapables. Non, il faut mettre naturellement. Voici ce que la communauté internationale dit. Oui. Nous avons constaté depuis un certain moment qu'à chaque fois les Congolais montrent de quoi ils sont capables, les voisins, en fait, viennent, ils entrent, ils embrouillent et ils arrêtent. Quel voisin? Le Rwanda, c'est un petit pays. Mais peu importe. Les petits, en géopolitique, il n'y a pas de petit. En géopolitique, il n'y a pas de petit. Ils étaient manipulés par les autres. Peu importe. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est qu'on reconnaît que des efforts se font et qu'il y a de la capacité. Et qu'il n'y a plus à chercher. Il n'y a pas à chercher le Messie. Les choses se font. Mais ce qu'il faut arrêter, c'est la perturbation.
À partir du moment où on fait un peu la lecture que je fais là, je crois qu'il n'y a pas de tutelle. On ne peut mettre en tutelle que si effectivement il y a incapacité manifeste à se prendre en charge. On ne peut pas demander à quelqu'un qu'on met sous tutelle de poser des actes. Professeur Kamana, quel est votre avis? Oh, je crois qu'il faut faire une lecture lucide de cet accord d'Addis Abeba. Et la lecture lucide, ce qui me frappe, c'est pour la première fois que tous les protagonistes avouent ce qu'ils font. Pour la première fois, le Congo dit oui, je suis un pays désorganisé, je suis un pays sans centralisation, je suis un pays sans démocratie et je m'engage à le faire. On n'avait jamais avoué ça. Le Rwanda, qui a toujours dit, moi le Congo je ne connais pas. Le Rwanda reconnaît, oui, j'interviens au Congo. Ah oui, j'arme les M23, mais je ne le ferai plus. La communauté internationale dit, oui, la mission des Nations Unies, c'est du n'importe quoi du point de vue des attentes. Et à ce moment-là, quand on avoue, on arrive à avouer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On a oublié le peuple congolais et les populations congolaises, qu'il faut intégrer maintenant dans le schéma pour que ce qui a été un aveu clair de tous les protagonistes devienne une espérance pour le peuple, parce que le peuple s'engagerait alors à faire que accompagner cette politique, et c'est le peuple congolais qu'il faut maintenant mobiliser pour qu'il s'approprie ces accords et qu'il ne croit pas que tout est fini ou que tout dépend encore des autres. Ce qui est bien dans cet accord, il n'y a pas de tutelle. Il y a responsabilité du peuple congolais aujourd'hui, et ça c'est capital. Ok, prof, pour terminer. Oui, mais pour terminer, on peut dire brièvement qu'un accord international ou non est un acte de volonté. Il dépend de l'application de ceux qui se sont engagés à le mettre en œuvre. Dois-je rappeler que ce n'est pas le premier accord? Parce que les histoires du Congo, les guerres de l'Est, c'est depuis, Philippe le sait, c'est depuis l'accord de Lusaka que tout ceci a été planifié, les menaces des Interamwe étaient impliquées. C'était à l'ONU qui était confié le pouvoir d'en finir avec les forces négatives. L'ONU ne l'a jamais fait. Donc, comme le professeur Kamana vient de le rappeler, je pense qu'il y a tout intérêt de dire qu'il n'y a rien. On ne peut pas parler de, comment dire, de sous-tutelle. Non, il n'y a pas de tutelle. Le Congo n'est pas sous tutelle des Nations Unies. D'ailleurs, il n'y a aucun Congolais qui l'a demandé. Aucun Congolais n'accepterait la tutelle des Nations Unies. Il y a peut-être un excès de mots. C'est vrai que ça pose des problèmes, mais on ne peut pas dire, puisque ça pose des problèmes, c'est une tutelle. Non, il n'y a pas de tutelle des Nations Unies. Mais le plus dur est devant. Parce que pour que tout l'attelage sur lequel les États se sont engagés tienne, il faut qu'il y ait cette force d'intervention que les Nations Unies doivent créer pour sécuriser la frontière de l'Est. C'est là où le bas blesse. Ou bien cette force arrive, alors là, ça va donner la première substance en matière de sécurité des personnes et des biens de la frontière nationale. Il restera ce que les pays ont reconnu, les questions de démocratie, des droits de l'homme, etc. et les engagements. Ok, nous sommes arrivés à la fin parce qu'il y a à peu près 55 minutes. En tout cas, prof, merci beaucoup. Et je pense que dans le cadre de débats organisés par Télé7, nous demandons à tous les acteurs congolais de discuter parce que les politiciens ont eu, comment dirais-je, le pouvoir de parler à la place de tout le monde. On connaît les résultats. Il faudrait maintenant que les études intellectuels s'impliquent, qu'il y ait un débat public. Et si demain les choses vont aller très mal, que chacun porte sa responsabilité. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Nous espérons que vous allez tirer les leçons de ce que les trois professeurs ont dit, déclaré. Et nous espérons que les hommes politiques aussi vont s'inspirer pour que la situation du pays s'améliore. Une fois de plus, merci et bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir à vous. Indépendance, 40 ans après, le Congo reste une référence.